Bonjour à tous. Donc, moi, je vais vous faire une présentation fondamentalement appliquée. Donc, il s'agit d'un des axes de mon travail de thèse, parce que je travaille donc sur l'évaluation des médecines complémentaires avec Bruno. Et donc, je vais vous présenter une interrogation autour de l'application des méthodes mixtes à l'évaluation de soins non conventionnels, au travers d'un exemple qui est la réalisation d'une revue mixte pour évaluer l'intérêt de l'hypnose pendant le travail et l'accouchement. Donc, oui, ça résonne ici, donc c'est vrai. On a l'impression qu'on parle très fort. Donc, je me positionne donc, dans le champ de la recherche clinique, du coup. Donc on va s'interroger sur l'intérêt d'utiliser des méthodes mixtes en recherche clinique. Donc c'est assez différent des présentations qui ont passionnantes de ce matin, qui étaient plus plus généralement en épidémiologie, en santé publique. Voilà. Donc du coup, je vais quand même commencer par quelques éléments de contexte sur ce qu'on appelle donc les pratiques non conventionnelles à visée thérapeutique. Parce qu'elles ont beaucoup de noms, et donc leurs autres noms qui sont peut-être plus familiers pour vous, c'est les médecines complémentaires ou les médecines alternatives, les médecines parallèles, les médecines traditionnelles, les médecines aussi appelées intégratives. C'est pas l'objet là de la présentation, mais en fait ça intéresse beaucoup les sociologues, justement, le fait qu'il y ait toutes ces appellations, parce que ça veut dire quelque chose. Et par exemple, on sent bien qu'entre les médecines parallèles qui placent ces pratiques en parallèle du système de soins conventionnel et comme de droit de parallèle ne sont jamais censés se rencontrer, les médecines intégratives, elles les placent au centre d'un système de santé. Donc on voit que ça décrit des postures très différentes et ça veut dire quelque chose. Donc c'est assez intéressant. Je ne développerai pas davantage. Mais il faut aussi avoir en tête que les thérapeutiques non conventionnelles, il y a beaucoup de pratiques derrière. Pour certaines, ce sont des pratiques qui sont séculaires. C'est les médecines traditionnelles d'origine chinoise ou indienne, la médecine ayurvédique, l'acupuncture. Et d'ailleurs, l'OMS, quand elle se réfère à ces pratiques, elle a gardé ce terme de médecine traditionnelle, parce qu'à l'échelle de la planète, elles sont quand même extrêmement importantes. Il y a des pratiques qui sont plus récentes, qui ont plutôt un siècle et demi, comme l'ostéopathie. Il y en a d'autres qui sont encore beaucoup plus récentes. Donc des pratiques qui sont aussi plutôt corps-esprit, comme le yoga, la méditation, d'autres qui sont des thérapeutiques manuelles, etc. Donc vous en avez beaucoup. Et on peut les classer dans le champ des interventions complexes. Si on prend un petit peu l'intervention médicamenteuse comme une intervention simple, ce qui peut se débattre, hein, c'est pas forcément si simple parce qu'il y a autre chose autour du médicament, mais disons que les thérapeutiques non conventionnelles en général, dans leur référentiel même, accordent beaucoup d'importance aux effets non spécifiques, aux effets de l'interaction entre le praticien et le patient, etc. Sont souvent composés de plusieurs composantes, peuvent se situer dans des contextes, pratiqués dans des contextes très divers, et donc ça en fait des interventions assez complexes. Les études épidémiologiques montrent un recours qui est important et qui est en hausse sur les dernières décennies, avec des études de prévalence avec des chiffres très, très variables en fonction des définitions qui sont retenues. Enfin, ça c'est assez logique, en fonction du périmètre qui est retenu pour définir ces pratiques. Et les sociologues se sont aussi beaucoup intéressés aux logiques de recours derrière ces différentes pratiques et décrivent
Finalement, plusieurs grandes logiques de recours, des logiques qui sont dites symboliques, c'est-à-dire que le patient vient essayer de chercher un sens à sa maladie et il peut avoir des difficultés à en trouver un dans le cadre de la relation médecin-patient conventionnelle, on va l'appeler, parce qu'il peut avoir des difficultés d'accès, de compréhension du langage médical, etc. Et donc parfois les pratiques non conventionnelles vont proposer des explications plus accessibles. Il y a des logiques qu'on appelle des logiques de recours singulières, où en fait le patient a un désir d'être pris en charge dans sa singularité et il va aussi plus se retourner vers ce type de pratique pour répondre à ce besoin-là. Il y a aussi un recours qui est dit très pragmatique, c'est-à-dire on fonctionne par essai. Le patient tente parce que qui sait, peut-être que ça va l'aider. Il y a aussi des logiques plus idéologiques, mais qui sont finalement assez peu fréquentes. Par exemple, un souhait d'avoir recours uniquement des pratiques naturelles, ou voilà, ce genre de choses. Et en fait, dans le domaine du cancer, ça a été particulièrement étudié, parce que le recours aux thérapeutiques non conventionnelles est assez important. Et ce qui est bien mis en avant par les patients, c'est à la fois donc, ce désir d'avoir une prise en charge holistique, et également le besoin de se réapproprier un rôle actif dans sa prise en charge face à une médecine biomédicale qui ne laisse pas toujours cette place-là aux patients. Donc ça c'est pour quelques éléments de contexte sur les pratiques non conventionnelles. Donc ce n'est pas l'objet de la présentation, mais vous voyez que même pour décrire ce contexte, finalement on peut avoir recours à des études de type sociologique, à des études plus quantitatives. Finalement, il y a aussi de la place pour des méthodes mixtes. Il y aurait sûrement un intérêt. Mais donc là, on s'est intéressé vraiment à l'évaluation clinique. Et donc, comme vous le savez tous, le gold standard en évaluation clinique, c'est l'essai contrôlé randomisé. Et les méta-analyses, donc les synthèses quantitatives de ces essais contrôlés randomisés. Et alors, est-ce que... alors bien sûr, c'est pertinent, mais c'est remis en cause, même dans le domaine du médicament. Enfin, je ne vais pas développer vraiment là-dessus, mais il y a des limites. Mais dans le domaine des pratiques non conventionnelles, je vais vous exposer quelques interrogations un peu plus propres à l'évaluation de ces pratiques à travers ces méthodes-là. Parce qu'en effet, on va rencontrer certaines limites, notamment certains obstacles méthodologiques, plus particulièrement quand on veut évaluer des interventions non médicamenteuses, des interventions complexes dont font partie les thérapeutiques non conventionnelles, au moyen des essais contrôlés randomisés. Par exemple, on peut être confronté à des difficultés de randomisation. Et là, je ne parle pas de problème de qualité de randomisation, mais vraiment d'une difficulté de la mettre en place, parce que c'est parfois un domaine où les préférences des patients sont extrêmement fortes, sont tellement fortes qu'ils vont refuser d'être inclus, d'être dans un essai randomisé, d'être randomisés. Donc c'est quelque chose à prendre en compte, et en fait, dans l'unité, ça fait maintenant 7 ans à peu près qu'on travaille avec le ministère de la Santé pour faire des rapports d'évaluation de l'efficacité et de la sécurité de différentes pratiques. Et pour certaines, les revues de la littérature, de fait, ont montré qu'il y avait eu des tentatives d'essais contrôlés randomisés, mais qui avaient dû être avortées parce que c'était pas possible de recruter les sujets. Par exemple, notamment dans la pratique du jeûne, il y a eu des tentatives comme ça d'essais, mais les sujets, de toutes les façons, vous n'allez pas leur imposer de jeûner, évidemment. Et puis, s'ils voulaient le faire, c'était une conviction tellement intime qu'ils n'acceptaient pas que ce soit décidé par la randomisation, ce qu'on peut comprendre. Voilà. D'autre part, le double aveugle
Même le simple aveugle, qui est quand même un des piliers de l'essai contrôlé randomisé, est parfois très difficile à mettre en œuvre, voire impossible. D'une part parce que vous comprenez bien que le praticien qui prodigue l'intervention sait ce qu'il fait. Un ostéopathe, il sait très bien s'il fait son intervention d'ostéopathie ou une intervention factice. Donc déjà, vous avez l'aveugle du praticien est extrêmement compliqué à réaliser. Ça a été fait dans le cadre de l'acupuncture avec la mise au point d'aiguilles où l'acupuncteur en fait ne sait pas. Il y a un espèce de petit système qui fait qu'il y a que l'aiguille va s'insérer juste très très superficiellement et c'est considéré comme inefficace ou alors s'insérer normalement. Donc, pour l'acupuncteur, il ne sait pas si c'était une aiguille placebo ou une réelle aiguille. Mais voilà, c'est très compliqué et parfois complètement impossible. Et puis du côté des patients, c'est parfois effectivement aussi très difficile à mettre en œuvre parce que ça suppose d'avoir des patients naïfs qui n'ont jamais bénéficié de l'intervention et un traitement crédible, un traitement factice qui soit crédible. Donc, alors ça a déjà été fait, hein. Par exemple pour l'ostéopathie, on peut mettre en œuvre des thérapies ostéopathiques factices qui soient quand même crédibles pour un patient qui n'a jamais bénéficié d'ostéopathie. Il y a des possibilités, mais il y a des vraies contraintes. Et de plus, il y a aussi des questions finalement plus de fond qui vont émerger quant à l'objectif même de l'évaluation. Si on reprend le principe de l'essai contrôlé randomisé, au départ, c'est quand même l'objectif, c'est de démontrer qu'il y a un effet spécifique de la molécule testée. Donc on compare la molécule versus le placebo. Et en général, on privilégie l'utilisation de critères de jugement objectifs, etc. Mais pour les interventions de type médecine complémentaire, qui revendiquent parfois d'entrée de jeu l'importance des effets non spécifiques, on comprend que c'est déjà plus compliqué. Et donc ça invite à se questionner, à se reposer cette question-là déjà de qu'est-ce qu'on a envie d'évaluer? Est-ce qu'on veut évaluer les effets spécifiques ou non spécifiques? Qu'est-ce qu'on considère important et pertinent finalement pour le patient, sachant que finalement, si c'est des effets non spécifiques ou placebo, mais que ça marche mieux que le traitement de référence, c'est peut-être quand même bon à savoir. Mais donc ça invite à se re-questionner sur le fond et à se questionner aussi sur quelles décisions on va prendre en fonction des résultats qu'on a. Parce qu'aujourd'hui, en tout cas en France, si on ne montre pas un effet spécifique, la décision derrière n'est pas évidente. Voilà. Dans d'autres pays, ce n'est pas le cas, hein. Par exemple, en Allemagne, ils ont fait des essais sur l'acupuncture où ils ont montré qu'il y avait un effet non spécifique, mais pas d'effet spécifique. Ils ont décidé de rembourser parce qu'il y avait un intérêt pour le patient. Mais je pense que ça, s'il y a des contextes sociaux, économiques, etc., propres à chaque pays. Donc ça soulève cette question de fond derrière. Ça soulève aussi la question du choix des critères de jugement. Parce qu'encore une fois, les médecines complémentaires ne se positionnent pas toujours avec les mêmes objectifs non plus que la médecine conventionnelle. C'est très variable, mais ça arrive régulièrement que l'objectif principal, ce soit d'aider le patient à faire face ou à vivre avec sa pathologie plus qu'à en guérir. Donc ça vient aussi réinterroger qu'est-ce qu'on choisit comme critère de jugement, qu'est-ce qu'on considère comme pertinent. En termes de limites méthodologiques, on a également des problèmes quand on veut faire des méta-analyses. Pour certaines pratiques, par exemple comme l'acupuncture, il y a énormément d'essais contrôlés randomisés. Et donc il y a eu aussi beaucoup de revues Cochrane avec des méta-analyses, etc. Et pour autant, c'est compliqué de conclure. Et en fait, on est entre autres confronté à une difficulté qui est celle de l'hétérogénéité, qui se retrouve à la fois au niveau de l'hétérogénéité des interventions. Et là, je parle pas du fait qu'on individualise l'intervention en fonction de
de chaque patient, ce qui est souvent le cas dans les pratiques non conventionnelles, parce que quelque part ça, c'est plutôt une bonne chose, c'est pragmatique de faire ça, et c'est pas forcément un problème pour la validité de l'essai du tout. Mais je parle du fait que l'hétérogénéité des interventions, par exemple, pour l'hypnose dont je vais parler tout à l'heure, ça peut être des interventions, une séance, 5 séances, en groupe, en individuel. On apprend à la personne des techniques d'auto-hypnose pour qu'elle l'utilise toute seule, ou alors il y a toujours la présence d'un praticien. Voilà, il y a des contextes, des cadres qui sont très différents. Et donc on doit après essayer de faire avec. Donc des fois on peut faire des analyses en sous-groupe dans les méta-analyses pour essayer d'adresser cette question de l'hétérogénéité des interventions. Mais c'est parfois une limite, sachant qu'il y a aussi de l'hétérogénéité dans les critères de jugement, dans les bras contrôle, ce qui fait que c'est parfois compliqué de faire des synthèses quantitatives de tout ça. Du coup, c'est dans ce contexte qu'on s'est posé la question aussi de l'intérêt de développer d'autres méthodes, et notamment de l'intérêt des méthodes mixtes. Donc là, je vais vous présenter une application pratique qui était la réalisation d'une revue de la littérature de type mixte pour évaluer l'hypnose pendant le travail et l'accouchement. Alors, il a été réalisé il n'y a pas si longtemps, en 2012, une méta-analyse, une revue Cochrane, justement, sur ce sujet. Et donc, il concluait qu'il n'y avait pas ils n'avaient pas pu démontrer d'effet de l'hypnose pour limiter le recours à des méthodes antalgiques pendant le travail et l'accouchement, ni le recours à la péridurale ou d'autres méthodes antalgiques plus larges, mais antalgiques pharmacologiques, je veux dire. Néanmoins, il trouvait qu'il y avait des choses assez prometteuses, mais ils n'avaient pas, en tout cas, ils n'avaient pas moyen de conclure. Ils n'avaient pas de données qui corroboraient qui montraient un intérêt. Mais ils avaient des analyses en sous-groupe qui les faisaient penser que peut-être il y avait quand même quelque chose à creuser. Donc du coup, l'objectif de cette revue mixte, c'était d'essayer d'avoir une compréhension un peu plus globale du sujet, et aussi d'interroger et de compléter le modèle théorique sous-jacent qui est décrit dans le recours à l'hypnose pendant le travail et l'accouchement, où en gros, pourquoi est-ce que les gens proposent d'utiliser l'hypnose? C'est qu'ils disent que la douleur au moment du travail et de l'accouchement, elle est en amont, elle est prise dans un cercle vicieux où en amont de l'accouchement, on a une anxiété et de la peur qui va aboutir à une tension musculaire et une douleur, et qu'on a comme ça un espèce de cercle vicieux. C'est très simpliste, mais voilà, c'est ça le modèle, et ils disent que l'hypnose va venir interrompre ce cercle vicieux. Alors, on a fait une méthode de type revue systématique mixte, à la fois en sélectionnant avec des sources de données de type mixte, donc en sélectionnant des études quantitatives et des études qualitatives, et en recourant à des méthodes d'analyse mixtes, donc qualitatives et quantitatives, avec derrière une intégration de ces données qualitatives et quantitatives. L'idée de l'intégration des données, c'est justement comment essayer de faire pour que ce soit plus que juste juxtaposer des résultats qualitatifs et quantitatifs, et en tirer donc plus d'informations et d'enseignements. Donc, il existe, ce qu'il faut savoir juste, c'est qu'il existe de plus en plus de classification des différents types de revues mixtes possibles. Tout ça, c'est encore un petit peu en création. Il commence à y avoir des recommandations, des guidelines pour certains types de revues, etc., en fonction des objectifs qu'on a. Alors nous, on ne s'est pas retrouvé dans un guidelines précis, donc on n'a pas suivi une approche qui est déjà existante et un peu formalisée, mais on s'est inscrit dans une approche selon le concept de synergie développé par Hall et ses collègues, qui en gros c'est de considérer les approches qualitatives et quantitatives comme
de même valeur, donc c'est la position of equal value, et de considérer que de regarder les deux, ça va nous permettre d'avoir donc plus d'informations que de juste juxtaposer le qualitatif et le quantitatif. D'avoir en tête aussi que c'est des perspectives qui sont différentes et que donc on ne va pas essayer de masquer ce fait-là. Et d'avoir aussi en tête une posture un petit peu réflexive sur ça, c'est ce qui s'appelle Relationship of Researchers. Voilà. Donc, pour l'intégration des données qualitatives et quantitatives, en fait, c'est qu'est-ce qu'on fait quand on a j'ai mis des mots et des chiffres, en gros, qu'est-ce qu'on en fait? Alors, là encore, il y a plusieurs pistes qui existent et qui sont données. Et il y a des gens qui recommandent de transformer le qualitatif en quantitatif ou inversement avant d'en faire la synthèse. Donc, pour obtenir finalement un résultat soit sous forme qualitative, soit sous forme quantitative, donc qui suppose une étape de transformation. Nous, c'est pas vraiment ce qu'on a fait. On a fait les analyses, on a fait une sorte de méta-analyse des essais contrôlés randomisés qu'on a inclus et une méta-synthèse des études qualitatives qu'on a inclus, et ensuite on a intégré les résultats plutôt en essayant de voir dans quelle mesure ça se complétait ou ça permettait de s'expandre un petit peu mutuellement, ou dans quelle mesure est-ce qu'il y avait des divergences entre les résultats issus des études qualitatives et quantitatives. Et si ces divergences, il y avait possibilité de formuler des interprétations qui permettaient de les réconcilier ou non. Voilà. Donc, en pratique, donc on a suivi la méthode classique de revue de littérature avec des critères de sélection. Donc, pour les études quantitatives, c'était des essais contrôlés randomisés ou quasi randomisés avec une intervention de préparation à l'accouchement utilisant l'hypnose ou d'hypnose pendant le travail et l'accouchement, avec au moins un critère de jugement qui caractérisait le travail ou l'accouchement, et avec comme groupe contrôle une autre intervention ou une absence d'intervention. Et pour les études qualitatives, c'était les études qualitatives sur le vécu des femmes ayant eu recours à l'hypnose pendant le travail et ou l'accouchement. Du coup, on a ainsi sélectionné 9 essais contrôlés randomisés. Donc en fait, c'est les 7 de la revue Cochrane, plus 2 plus récents qui sont avec des effectifs quand même assez importants. L'étude de Donne avec 680 femmes et de Werner avec 1222 femmes. Ce que vous pouvez voir, c'est qu'en fait, la grande majorité des essais contrôlés randomisés, l'intervention d'hypnose proposée était l'intervention de type préparation à la naissance, où on enseigne aux femmes ces techniques d'auto-hypnose pour qu'elles puissent s'en ressentir elles-mêmes pendant le travail et l'accouchement, mais sans être accompagnées par un professionnel de santé formé à ce moment-là. Et les critères de jugement principaux étaient assez variés, mais principalement, en tout cas pour les études les plus importantes et les plus récentes, autour du recours à une analgésie pharmacologique. Donc essentiellement la péridurale ou plus large. La qualité des études, donc voilà, ça c'est le résumé des risques de biais. Donc en gros, pour les études récentes étaient quand même de qualité tout à fait honorable. Pour les études qualitatives, on avait beaucoup moins d'études, clairement. Mais on a identifié 3 études qualitatives donc, qui avaient une méthodologie qualitative vraiment spécifiée dans leur méthode, et 3 études de cas qui s'apparentaient plus à des case reports avec une description qualitative de ce qui s'était passé. Et donc on avait des effectifs de 1 à 14 sujets avec des approches qualitatives allant de l'auto-ethnographie ou des approches phénoménologiques ou narratives. Et là, les interventions étaient un peu différentes dans le sens où l'hypnobirthing c'est quand même une pratique où
où c'est un peu plus individualisé par rapport à des préparations de groupe, quoique ça peut se faire en groupe, mais il y a souvent, c'est pas non plus systématique, mais le hypnothérapeute est souvent plus présent pendant le travail et l'accouchement. Donc c'est un petit peu différent par rapport aux essais contrôlés randomisés. La qualité était variable. En gros, il y a une étude qui était de bonne qualité, les autres étaient quand même de qualité assez moyenne. Et en termes de résultats, pour les études quantitatives, donc la méta-analyse qu'on a fait, permis de montrer que versus tout type de contrôle, on n'avait pas de différence statistiquement significative dans le groupe hypnose, ni sur le taux de recours à la péridurale, ni sur les taux de césarienne, ni sur les taux de naissance par voie basse spontanée, ni sur le score Apgar inférieur à 7 à 5 minutes. Donc, sur les différents critères de jugement, il n'y avait pas de significativité. Par contre, les analyses en sous-groupe ont quand même montré que le recours à la péridurale était moindre et le taux de naissance spontanée par voie basse plus élevé lorsque l'hypnose était débutée plus précocement, donc au premier ou au second trimestre de la grossesse. Et que le taux de naissance spontanée par voie basse était plus élevé lorsqu'il y avait eu au moins 4 sessions d'hypnose. Donc ça, on se demande s'il y a un effet dose, quelque chose. Ça s'apparente. Voilà, ça interroge un petit peu quand même. Bon, je passe. Pour les études qualitatives, ce qui est ressorti des résultats donc de l'analyse thématique, c'est qu'en gros, avant le travail et l'accouchement, l'hypnose permettrait essentiellement aux femmes de changer leurs croyances et de réduire leur anxiété, surtout de développer la confiance en leurs capacités propres, éventuellement de diminuer le souhait de césarienne aussi, dans une étude. Tout ça a été, que pour tout cela, l'importance du soutien social et médical était primordiale. Et que pendant le travail et l'accouchement, ça permettait aux femmes d'augmenter leur sentiment d'avoir un rôle actif et leur confiance en leurs capacités. Ça leur permettait aussi d'être plus relaxées, d'être plus focalisées. Et alors, ce qui venait par rapport à la douleur, c'était pas que ça diminuait la douleur, mais qu'éventuellement ça leur permettait de la transformer, de la changer en pression, et que ça contribuait à rendre l'expérience plus positive. Et là encore, le soutien du conjoint et de l'équipe médicale apparaissait comme des leviers importants. Donc, on a ensuite la phase la plus intéressante, c'est la phase d'intégration des résultats, des données qualitatives et quantitatives. Et donc déjà, il y a un premier constat à faire, c'est que les thèmes émergents des études qualitatives et les critères de jugement évalués par les études quantitatives se superposaient que très très partiellement, parce qu'en fait, donc dans les études quantitatives, on était essentiellement autour des critères de jugement sur la douleur et le recours à l'analgésie, et donc sur des critères même plutôt qui évaluaient la composante somatosensorielle de la douleur, alors que sur les études qualitatives, les thèmes qui ressortaient, c'était vraiment prioritairement des thèmes par rapport à l'expérience de la mère, ce qui est assez logique, et donc à sa capacité à faire face, à avoir confiance en ses capacités, etc. Et c'était beaucoup moins autour de la douleur ou des caractéristiques plus cliniques de l'accouchement, comme les taux de césarienne, les scores Apgar pour le bébé, etc. Néanmoins, il y avait quand même des chevauchements, puisqu'il y a quand même certaines études quantitatives qui sont intéressées à l'expérience de la mère. En général, c'était pas le critère de jugement principal, ça faisait partie des critères de jugement secondaire, mais c'était quand même présent. Donc ça nous a permis là d'essayer de regarder ce qu'on appelle le fit des données. Est-ce que c'était confirmatoire, discordant ou pas? Et donc là, ce qu'on a pu observer, c'est que quand les femmes rapportent dans les études qualitatives avant le travail qu'elles en ont moins peur, elles appréhendent moins et qu'elles ont un sentiment d'avoir plus confiance et qu'elles seront capables de bien gérer. Il y a 2 études qui avaient regardé des critères de jugement qui s'apparentaient à ça. Donc, et c'était confirmatoire. Donc une étude qui montrait qu'effectivement les femmes du groupe hypnose, avant l'accouchement, pensaient qu'elles allaient mieux se sentaient plus à même de faire face, et en avaient moins peur.
Après le travail et l'accouchement, l'expérience et la satisfaction, donc qui est rapportée comme bonne dans les études qualitatives, on avait des résultats, je dirais, semi-confirmatoires avec les études quantitatives, puisque il y a deux essais qui ont rapporté une meilleure expérience ou satisfaction des femmes, et deux, pas de différence. Mais l'essai de Werner, c'était assez intéressant parce qu'ils ont utilisé un instrument, c'est le seul ECR à avoir utilisé cet instrument qui mesure l'expérience des femmes, et donc qui était amélioré. C'était un critère de jugement secondaire. Et par contre, là où on a des résultats différents, c'est pendant le travail et l'accouchement. Dans les études qualitatives, d'après les études qualitatives, les femmes disent que elles se sont senties plus à même de faire face et plus en confiance, alors que ça n'a pas été confirmé, en tout cas par les études quantitatives. Et il y a même une étude en fait qui a montré que la capacité de faire face pendant le travail et l'accouchement était réduite chez les femmes qui avaient bénéficié d'une intervention en hypnose. Et du coup, nous, on s'est dit comment est-ce qu'on peut ou pas interpréter ça et réconcilier ces résultats discordants. Et alors, quand vous avez des résultats discordants, il y a plusieurs manières, plusieurs stratégies. On peut considérer soit qu'il y avait des données qui étaient mauvaises et exclure une partie des données qualitatives ou quantitatives, etc. Mais il y a, ce que je trouvais assez intéressant, c'est cette stratégie de réconciliation, qui n'est pas toujours possible du tout, mais c'est d'essayer de trouver une interprétation plausible qui permet de réconcilier les deux résultats. Et ici, on s'est interrogé sur est-ce que le fait que les femmes qui avaient bénéficié de l'hypnose, le fait qu'elles rapportent une moins bonne capacité à faire face pendant l'accouchement, est-ce que ça ne pourrait pas être lié à un response shift? Autrement dit, si je reviens en arrière, avant, les études qualitatives et quantitatives sont d'accord pour dire qu'elles se sentent plus à même de faire face. Est-ce que le fait de se sentir plus à même de faire face n'a pas une influence sur la manière dont on répond à la question de comment est-ce que vous faites face pendant l'accouchement? C'est-à-dire que finalement vous avez calibré vous avez recalibré vos attentes suite à l'intervention d'hypnose. Vous imaginez que vous allez vraiment faire face, et du coup vous êtes déçu par rapport à ce que vous avez imaginé. Et ça ne veut pas dire qu'au final vous arrivez moins à faire face que celles qui n'ont pas eu d'intervention d'hypnose. Je ne sais pas si c'est clair. Voilà. Donc voilà, cette question qui s'apparente un peu à un response shift. Et oui, donc juste pour terminer aussi, quand on était parti au départ d'un petit modèle théorique ici, finalement, on a remis ici, sur cette diapo dans quelle mesure les différentes études venaient alimenter ce modèle. Donc les études qualitatives et deux études quantitatives viennent appuyer le fait que l'hypnose peut aider à diminuer l'anxiété en modifiant les croyances et en augmentant la capacité, la confiance en soi avant l'événement. Les études qualitatives viennent alimenter aussi l'action de l'hypnose sur la tension musculaire via la relaxation, mais ça n'a pas du tout été étudié par les études quantitatives. Et sur la douleur elle-même, finalement, sur la composante somatosensorielle de la douleur, on a vraiment à ce jour très peu d'arguments, parce que les études qualitatives disent que ça peut transformer un peu la douleur en pression, mais pas tellement plus, et les études quantitatives n'ont pas permis à ce jour de montrer un effet d'hypnose sur une diminution du recours à la péridurale ou aux autres types d'antalgiques pharmacologiques. Et par contre, la composante de la douleur, il y en a, c'est encore tout un autre sujet, mais on sait qu'il n'y a pas du tout la composante somatosensorielle, la composante affective et aussi affective émotionnelle est aussi très, très importante. Et en fait, on peut, si vous voulez, ça il y a des études qui l'ont montré, on peut avoir une sensation à niveau égal de sensation d'intensité douloureuse, on peut trouver que c'est plus ou moins supportable.
ça, il y a des études qui ont montré que justement l'hypnose permettait cette espèce de dissociation, c'est-à-dire que les gens sur une EVA d'intensité douloureuse vont chiffrer pareil, j'ai mal à 7 sur 10, mais en bénéficiant de l'intervention d'hypnose, cette fois-ci on leur pose la question de la... conjointement on leur pose aussi la question du confort, est-ce que vous êtes plus ou moins confortable, on peut avoir mal à être 7 sur 10, mais être bien confortable ou être très très inconfortable. Et donc c'est cette échelle-là en fait peut-être qui varierait davantage et qui permettrait, qui viendrait éventuellement supporter, soutenir cette hypothèse que ça permettrait une expérience positive. Donc ça c'est un essai qui contre les randomisés qui venait supporter ces résultats et des études qualitatives également. Donc au total, quand même, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on avait peu de thématiques superposables, qu'on avait des résultats confirmatoires, semi-confirmatoires ou divergents, mais avec une réconciliation possible, qu'on achète ou pas, mais en tout cas, voilà. Et alors d'un point de vue clinique, nous, ce qu'on a conclu, c'est qu'il n'y avait pas de contre-indication, parce que je n'ai pas présenté, mais on n'a pas de... Sur les données de sécurité, c'était rassurant. Ne pas présenter la technique comme permettant de diminuer le recours à la péridurale, puisque là, on n'a pas de données en ce sens. Mais par contre, on peut peut-être la présenter comme visant à promouvoir une expérience positive. Et donc évidemment, ça doit rester selon le choix du patient. Et en termes de méthodologie d'évaluation, le fait d'avoir fait cette revue mixte, pour nous, un des principaux résultats, c'est que ça vient vraiment interroger la pertinence des critères de jugement choisis par les essais contrôlés randomisés. Est-ce que c'était plus pertinent vraiment de concentrer les efforts sur la mesure de la composante somatosensorielle de la douleur? Est-ce que c'est vraiment l'objectif de l'hypnose? Et donc, ça vient poser la question peut-être aussi de l'intérêt des études qualitatives en amont pour préciser les critères de jugement pertinents qui seraient peut-être davantage centrés sur le patient dans le but de servir in fine la qualité des soins pour le patient. Et pour moi, ça montre probablement l'intérêt de développer des études cliniques avec des méthodes mixtes en amont, c'est-à-dire pas se contenter de faire des revues mixtes, mais vraiment dans la recherche sur le terrain, de faire ces allers-retours entre le qualitatif et le quantitatif pour vraiment bénéficier de ces interactions et de ces multiples perspectives qui viennent s'enrichir mutuellement. Et à côté de ça, ça venait aussi souligner peut-être le besoin de développer des outils d'évaluation à risque limité de response shift. Ça, c'était un petit résultat donc annexe. Voilà, je vous remercie pour votre attention.